Vous êtes dans la newsroom. Bonjour, c'est Philippe Lemoine, vous écoutiez Newsroom, le podcast des invités de la rédaction de Ouest France. Et aujourd'hui, nous recevons Baptiste Le Caplin. Mon cher Baptiste, bonjour. Bonjour. Vous êtes content de vous retrouver en terre rennaise, Oui. que vous connaissez, je crois, plutôt pas mal, non ? Oui, alors parce que j'ai fait Alors, on s'est tutoyé en arrivant, mais on se vous voit pendant le On podcast. peut faire comme tu Non, veux, bah, on vous. se tutoie, c'est Alors, ridicule. On va pas tutoyons- passer au... non, non. Tutoyons-nous. Non, on se tutoie. Donc comme je te l'ai dit, oui, j'ai fait la fac à Rennes, j'étais à Villejean. Ouais. J'ai fait 3 mois. Ah, 3 mois, Ouais. d'accord. Ah ouais, ok. C'était 3 Je crois mois qu'il de y avait eu quoi le blocus. Est-ce qu'il y a eu le blocus ? Ouais, je crois qu'il y a eu le blocus. Mais oui, non, je suis arrivé à la fac à Rennes. Je préférais 100 fois Rennes que Caen. Pourtant, je suis normand, tu vois. Ouais. Parce que je trouve la ville vraiment trop jolie et j'adorais. Enfin, j'adore la Bretagne, tout simplement. Et je voulais un peu m'émanciper. Enfin, tu vois, je te dis, au lieu de Ouais. partir à 80 km, je suis parti Ouais. à 105 km, Ouais, donc c'est pas c'était non plus mal. foufou. Ouais. Mais non, puis j'avais mon club de basket, je jouais au CPB Gailleul aussi. Ouais. Mais j'ai adoré l'année à Rennes, quoi. Mais bon, j'ai fait 3 mois en fac d'anglais. Et puis, parce que j'avais l'idée, entre guillemets, d'être prof d'anglais, c'était la seule matière où j'étais vraiment très fort. J'avais eu 18 au bac, parce que je parlais très bien anglais, grâce à un joueur américain qui avait joué dans mon équipe de basket à Avranches. Donc j'étais quasi bilingue. Et je m'étais dit, bah vas-y, je vais faire prof d'anglais, quoi, parce que j'avais vu Robin Williams dans le cercle des poètes disparus. Et je me disais, bon, ça peut être, je peux être un prof cool. Mais j'ai arrêté au bout de 3 mois. Je me suis dit, mais non, mais j'ai envie de faire des sketchs, j'ai envie d'écrire mes blagues. Et en plein partiel de suédois, j'ai commencé à écrire mes De sketchs. suédois. J'avais pris suédois, ouais. D'accord. Non, j'avais pris suédois, pourquoi ? Je vais te dire, parce que j'avais fait un voyage scolaire en 4e à Amsterdam et j'avais été estomaqué par la beauté des filles et surtout la maturité qu'avaient les jeunes de notre âge là-bas. Ouais. Les Suédois étaient vachement plus matures que nous Ouais. à l'époque. Donc je m'étais dit, putain, si la prof de suédois elle est cool, ça peut être génial. Peut-être qu'il y aura des Suédois qui vont venir. Ce qui est complètement débile. Des gens vont pas venir en France prendre suédois. Ouais. Enfin, moi, j'avais une réflexion qui était nulle On ici. sentait qu'il y avait un vrai projet d'avenir. Et il y avait un vrai projet d'avenir, D'accord. qui était de rencontrer une femme sublime. Et le prof était vraiment un monsieur qui était genre magasinier chez Ikea, quoi. Et mais il était très gentil, hein. Mais j'ai arrêté en plein partiel. Voilà, j'ai écrit mon premier sketch en partiel de suédois. Bon, alors j'ai une question à poser à l'homme qui est né à Mortain, Ouais. en Normandie, et donc à celui qui aime bien la Bretagne. Le Mont-Saint-Michel, il est où ? Il est en Normandie. Ok. Pas de discussion possible. D'accord. Mais non, mais c'est vrai, la Bretagne est une région tellement magnifique. Vous avez même différents climats. Que tu sois en Bretagne Nord, Bretagne Sud, t'as à Quiberon, vous avez des vagues, vous avez la vraie mer et tout. Vous pouvez surfer, vous avez des coins incroyables, vous avez la forêt de Brocéliande, vous avez des trucs. Enfin, non, attends, Brocéliande, c'est. Ouais, c'est en Bretagne. Ouais, c'est en Bretagne, hein, oui, Ouais, d'accord. ouais, Ok, d'accord. attends, On est d'accord. t'as vu, je me suis repris très vite. Ouais. Donc, vous n'avez pas besoin d'un Mont-Saint-Michel. D'accord. Vous avez la ville de Saint-Malo qui est avec des remparts, qui est un mini Mont-Saint-Michel sur pied, C'est sûr. sans la vase autour. C'est vachement Ouais. mieux Saint-Malo pour ça. Donc, kiffez Saint-Malo et laissez-nous le Mont-Saint-Michel. Bon, je pose la question parce que je connaissais déjà la réponse, mais en fait, c'est une blague qu'on entend dans le film Avignon, Oui. qui sort le 18 juin prochain, qui est une très jolie comédie romantique, Merci. et où ton personnage rencontre une jeune femme qui a l'air d'être assez chauvine dans l'âme, qui met Nantes à l'extérieur de la Bretagne et le Mont-Saint-Michel en Ouais. Bretagne. Donc ça fait partie un peu de la petite vanne, mais donc ce film, qui est vraiment un chouette film, raconte l'histoire d'un comédien un peu, ce qu'on peut dire, de seconde zone, pas forcément, mais de café-théâtre, Ouais. de boulevard, qui descend à Avignon et qui, pour espérer séduire une belle jeune femme, lui fait croire qu'il joue le Cid. Ouais. Et donc il y a toute une histoire dont on ne va pas évidemment révéler la fin aujourd'hui, mais c'est une chouette comédie romantique comme on n'en avait pas vu depuis longtemps. En fait, c'est bien écrit. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce scénario ? Bah, déjà, j'ai vu le court-métrage. Déjà, c'était c'est un projet de Nolita. Et Nolita est une boîte de production qui fait d'excellents films. Moi, j'avais fait Nous les Leroy avec eux, qui était un film incroyable. Et en partant de l'avant-première de Nous les Leroy à Paris, Maxime Delaunay m'a envoyé un court-métrage. Il m'a dit, regarde-le. Il s'appelait Je joue Rodrigue, et qui est donc le court-métrage d'Avignon. Et j'avais trouvé le truc super. Et il m'a envoyé le scénario directement. Donc c'était vraiment la pression de lire un long adapté d'un cours qui était déjà très bien. Je me dis comment il va tenir sur la durée. Et j'ai été touché déjà parce que c'est un style, la comédie romantique, c'est un style de film que j'adore. Ça fait partie de mes films préférés. Enfin, je suis un grand fan de Hugh Grant.
même des films de Clapiche, de Rémi Besançon. Enfin, c'est des. En fait, ce qui est génial avec les comédies romantiques, c'est que je trouve que, enfin, je dis pas que c'est intelligent ce que je veux dire, mais quand on est enfant, on regarde des contes de princes et de princesses. Et à un moment donné, ça s'arrête et tu te mets à regarder Dragon Ball Z, Olive et Tom, et puis tu passes plus là-dessus. Mais en fait, les comédies romantiques, c'est les contes pour enfants adultes, quoi. Avec des trucs de la vie d'aujourd'hui. Clapiche, enfin, moi je suis un fan de ce qu'il a pu faire parce que Clapiche nous racontait nos vies qui allaient arriver dans 10 ans, quoi. Avec Yann Kojandi, par exemple, on regardait les films de Clapiche, on se dit, putain, quand on va grandir, on va vivre ça, on va vivre ce truc-là. Donc je trouvais ça, le style absolument super et j'en avais pas fait. J'en avais même refusé une qui avait cartonné. Et en le lisant... On peut savoir laquelle? C'est 20 ans d'écart. J'avais refusé 20 ans d'écart. Ah, d'accord. Mais parce que justement, j'avais pas la maturité à l'époque de lire un scénario comme je peux le lire maintenant. Et puis, je m'étais pas identifié plus que ça au personnage. Ouais. En revanche, là, Stéphane, ce comédien qui a l'impression de pas être à sa place, qui est pas aimé et qui est pas vu... qui n'est pas jugé à sa juste valeur par les gens du métier et qui n'est pas aimé à sa juste valeur aussi par la gente féminine, ça m'est arrivé plein de fois. Donc je me suis énormément identifié, en plus dans le cadre d'Avignon que j'avais fait plusieurs fois. Oui, mais ça, je me posais, Avignon, c'est un terrain connu pour toi? Ouais, je l'ai fait 3 fois, ouais. Okay. Ouais. Mais moi, je l'ai fait dans des conditions un peu VIP, premium, tu vois, parce que j'ai fait Avignon, produit par Thierry Suc. Producteur de Mylène Farmer. J'avais insisté pour y aller. Il me dit, mais moi, j'ai jamais mis d'artiste à moi à Avignon. Je dis, non, mais j'ai besoin d'y aller parce que tu joues tous les jours et ça me permettait de progresser dans mon spectacle. Donc Thierry m'a dit, mais tu vas pas tracter, tu vas pas faire Donc il m'avait acheté des sets de table qui étaient sur tous les restaurants, sur toutes les places, avec ma tête en gros et un QR code pour réserver. Donc c'était pas du tout. Je dis, mais Thierry, pourquoi t'as fait ça? Il dit, bah non, mais comme ça, t'as pas à tracter, c'est cool. Je dis, bah c'est gentil, mais j'avais honte. Ça, j'ai vraiment vécu à Avignon où je sortais pas, j'allais pas sur les plages, je ramenais pas des comédiens chez moi parce qu'ils m'avaient loué un bel appartement. Donc j'y avais pas été en mode Avignon comme Stéphane, quoi. Mais parce que le film, il montre les coulisses. Alors ceux qui sont allés au Festival d'Avignon connaissent toute cette effervescence, ce tractage pour essayer de se faire connaître quand on est dans le festival off. Et il le montre assez bien. Et finalement, il y a peu de films qui parlent du Festival d'Avignon. Il y en a quasiment pas eu. Tu avais le film avec Léa Drucker et Olivier Marchal, c'est des gens, du bruit avec des gens autour, c'est ça? Qui traitait un tout petit peu de ça. Le dernier Claude Lelouch. Oui, mais parce que tu sais, c'est une solution de rabattement parce qu'il avait demandé à aller, je sais plus où, je crois que c'était à Rome ou à Venise. Non, c'était à Venise. On lui a refusé, donc il s'est rabattu sur Avignon. Donc c'est un concours de circonstances qui a fait qu'il y a eu ce truc-là. Mais Johan, il maîtrise tellement ce cadre. Il y a été 8 fois. Il a tellement vécu d'histoires là-bas. Pendant le tournage, dès qu'on arrivait dans une rue, il disait, ah là, il m'est arrivé un truc, là, une fille m'a planté à cet endroit-là, là, machin, là, j'ai embrassé une fille, c'était trop bien, là-bas, j'ai vu ma première standing ovation. Il racontait des trucs, c'était assez génial. Et Avignon, en plus, a ce truc, c'est un truc vraiment un accélérateur de carrière. Enfin, tu vois vraiment des gens. Moi, j'ai vu ça t'apprend l'humilité, mais dans le métier. Mais moi, il y avait des gars qui jouaient leur spectacle après moi et on me disait ouais, faut que tu fasses bien 1h10, pas plus, qu'il y a le spectacle derrière. Et au bout de 5 jours on est venu voir, on m'a dit non, tu peux faire plus long parce qu'ils ont annulé, ils avaient personne donc ils ont annulé. Et donc et c'était horrible parce que c'était 2 frères, c'était leur mère qui produisait et ils sont partis avec des dettes horribles, tu vois. Donc toi tu joues, tu fais waouh, et tu apprends ce que c'est de voir les salles pleines, les comédiens qui te voient avec ta salle remplie parce que tu as un peu de notoriété, ça grandit et tout. Ils viennent te voir, ils disent tu peux pas dire un petit mot sur mon spectacle? Je suis désolé, je peux pas. Donc tu as aussi cette humilité, ça t'apprend aussi à rester à ta place et tu vois à quel point c'est dur. Et à Avignon en même temps, tu as cet esprit de... C'est très dur, c'est très concurrentiel, mais tu as un esprit un peu de colo qui est assez génial, quoi. Et alors, le film montre aussi justement le regard sur les acteurs et cette espèce de séparation qu'on voit dans le théâtre d'auteur, un peu intello, le théâtre plus boulevard, et qu'on ressent aussi au cinéma, sur des films plutôt d'auteur aussi, et puis des grosses comédies populaires. Est-ce que c'est quelque chose qui, toi, te parle en tant que
humoriste et acteur de cinéma sur des comédies, est-ce que ce regard parfois un peu hautain de la profession qu'on voit dans le film sur le théâtre, mais qui existe aussi sur le cinéma, c'est dur à vivre ou pas? Moi, je ne l'ai pas vécu personnellement parce que mon agent Grégory Veil était venu me voir à l'époque quand je jouais au Trévise. Il m'a dit j'aimerais bien être ton agent et essayer de démarrer une carrière avec toi et de rester mon agent et ça le restera toujours parce que c'est un monsieur que j'adore. Et je l'admire, Grégory Veil, pour un truc, c'est que il a des acteurs très différents et il peut être il voit tous les films, il va voir des films indépendants, des films d'auteur et il est absolument pas fermé sur quoi que ce soit. Il y a toujours une vraie réflexion avec ses comédiens, ses comédiennes et ça, j'admire ça chez lui parce que je pensais justement qu'il allait avoir un snobisme ou quoi. Alors des fois il est très cash, il dit bon moi ça ce projet ne me parle pas mais si toi tu y trouves quelque chose fais-le, mais il t'accompagne vraiment, il y a une vraie réflexion artistique dans ce qu'il fait et c'est très enfin c'est pour ça que je pense que c'est un des meilleurs agents qui est sur la place de Paris. Enfin, pour moi c'est le meilleur pour ça parce que c'est un vrai passionné qui regarde tout et qui s'intéresse à tout. Avignon il y va tous les ans, il voit le in, le off, il est plus au in qu'au off mais il a vu le film, il a adoré. Il a dit j'ai vu cette sincérité, ce côté touchant qu'a apporté Johan. Moi, je ne l'ai pas vécu et parce que aussi j'ai la chance de pas dépendre du regard et des envies des uns et des autres. J'ai jamais été heurté au désir d'un metteur en scène qui dit non, t'es trop populaire pour venir dans mon film, donc tu travailles pas. Et du coup, là arrive la frustration parce que comme j'avais mes spectacles et que j'écris. Et qu'on fait nos spectacles aussi avec Jérémy et Arnaud, on arrive à avoir cette liberté qui nous permet d'avoir ce filet de sécurité. Mais tu vois, moi, dès mon deuxième film, j'ai fait Libre à Assoupi, qui est une comédie d'auteur, qui est un de mes meilleurs souvenirs dans ma filmographie. J'ai tourné avec Denis Podalides. Et tu vois, Denis Podalides, c'est un mec d'une gentillesse et d'une simplicité incroyable. Moi, il me posait des questions. Il est au Français, il montait des pièces à la Comédie Française. Et il me disait donc toi tu joues au Bataclan, alors comment tu fais? Tu loues ta salle et après tu fais tes blagues dedans, comment? Il était vachement intéressé. Et à la fin de la journée il m'a dit ah il y a un comédien là qui s'est désisté sur la tournée du Français pour un rôle dans Scapin, ça t'intéresserait? Et moi j'étais en panique mais j'allais lui dire non. Et Benjamin Gage, le réalisateur, est venu dire il m'a dit oui. J'ai dit oui pourquoi pas. Et je suis rentré chez moi, j'étais dans un état de stress. Je me dis, mais je vais me retrouver dans un truc que je maîtrise pas, je connais pas et tout. Et le lendemain, il m'a dit, je suis désolé, on a trouvé quelqu'un, mais bon, au cas où, à l'avenir, on en reparlera. Et juste le fait, tu vois, qu'il y ait pensé, qu'il m'ait envisagé là-dedans, j'étais ultra touché. Et ça a déverrouillé un truc. En fait, je me suis jamais dit, je vais le faire. Faut qu'il aille voir Avignon, il te verra dans un texte. Peut-être, mais Denis, tu vois, mais il y a des gens, ils sont pas, il y a pas que des gens obtus dans ce métier. C'est. Et on parle de blagues, de besoin de faire rire. Est-ce que tu te souviens d'où c'est né ce besoin-là? Est-ce que j'ai cru entendre parler de déjeuner de famille un peu longuet chez une grand-mère, ce besoin à un moment donné de dire je vais rigoler, je vais faire rigoler les gens, je vais jouer dans une comédie. Il y a un moteur de ça? Le moteur, en fait, j'avais pas vraiment de moteur. C'est juste que j'étais quelqu'un de très introverti, très timide. Encore aujourd'hui, j'aime pas me faire remarquer. Où je vais. Je suis beaucoup moins timide qu'avant, mais en fait, j'étais fasciné par la capacité qu'avait un humoriste dans une télé à capter l'attention de gens dans un salon. Parce que moi, j'étais dans un contexte familial aussi où c'était un peu pesant à table. Les dîners à table, c'est pas toujours très gai jusqu'à une certaine période de ma vie. Donc, que quelqu'un amène de la légèreté. Moi, il y avait sa cartoon le dimanche soir, qui était un moment où on rigolait en famille. Et après, c'était les humoristes, quoi. Et j'étais fasciné de me dire, putain, un gars, il raconte une histoire et les gens se marrent dans le salon. Je trouvais ça chouette, quoi. Mais ça a éclairé un moment d'enfant qui était peut-être pas très clairement, très gai, quoi. Clairement, inconsciemment, c'était ça. Et puis après, en grandissant, c'est quand j'ai commencé à faire des sketchs, tu vois, je faisais les sketchs de Franck Dubosc. J'ai adoré son premier spectacle, je l'ai regardé à la fac. Quand je suis arrivé en fac à Rennes, mes potes avaient le DVD de Je vous ai pas raconté, au Splendide. Je sais pas combien de fois je l'ai vu. Je sais pas combien de fois. El Tirano, c'est El Tirano. Spectacle coécrit avec Arnaud Lemort, avec qui j'ai tourné. Après, avec Christian Clavier, donc j'étais trop content de ça. Mais quand j'ai commencé à jouer les sketchs de Dubosc, c'était les gens venaient me voir. Et les gens, il n'y avait plus la barrière de je vais pas aller leur parler parce que je vais les emmerder ou je suis timide. Les gens venaient
Oh, bravo, c'était cool, super, bravo, vous l'avez bien fait, bah merci, c'est gentil. Et donc il y avait aussi un truc de. Ouais, c'était quoi dans Je le jouais dans des colos de ouais, vacances. c'est ça. Okay. Tu vois, j'avais passé mon BAFA, l'été, je faisais des sketchs. Et mon chef d'animation, Guillaume, m'a dit mais joue-le, fais-le à la veillée, le sketch de Dubos, tu nous le fais tout le temps, fais-le, ça va être super. Et je l'ai fait, j'ai pris un bide, c'était les pré-ados, 12-14, un four monumental. Ils rigolaient pas du tout. Et les animateurs étaient derrière et je les entendais rigoler. Et je me suis dit, les salauds, ils se foutent de ma gueule en fait. Et je suis sorti et ils m'ont dit, mec, tu l'as super bien fait. Refais-le demain avec plus de monde. Et donc j'ai fait ça et je me suis exercé sur les sketchs de Dubosc et d'autres aussi un peu, mais Dubosc, j'aimais bien. Et je mettais des blagues à moi dedans au fur et à mesure, jusqu'à arriver à écrire vraiment mon truc, quoi. Mais c'était aussi une façon de... C'était même pas pour draguer ou un truc comme ça. C'était juste, j'ouvrais la porte aux gens et les gens venaient me parler. Et enfin, j'avais un truc de, bah voilà, je m'accepte un peu mieux, quoi. Donc là, il y a une tournée qui se termine, la tournée du trio avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari. Je crois que les dernières dates ont dû arriver. Il y en a peut-être une encore au... Et il reste Montréal, ouais. Montréal, c'est ça, ouais. C'était une tournée de combien de temps ? C'était 82 dates en 5 mois. Ce qui normalement prend 2 ans. Sur un planning normal, nous on a fait ça en 5 mois. Avec des zéniths pleins à craquer à chaque fois. Là, ouais, pas que des zéniths. On a fait des salles de 1000, 2000 au début. Et après, c'est passé très vite en zénith parce qu'il y avait beaucoup de demandes. Ouais. Mais c'était fou, ouais. Enfin, déjà, moi je suis encore en plein dedans. Là. On réalise pas trop que c'est terminé. Mais parce qu'on a très envie de refaire d'autres trucs après derrière. On sait qu'on va revenir. Mais c'était génial, ouais, c'était génial. Il y a un besoin de rire des gens en ce moment ? Tu le ressens ? C'est ce que nous disent les gens. Moi, je sais pas, j'aime pas calculer comme ça, mais les gens, la phrase qu'on a beaucoup eue, c'est dans ce contexte, ça fait du bien. Et nous, on est un peu en vase clos. On n'est pas vraiment. Enfin, on est tout le temps en tournée ensemble. On change de ville. On fait notre sport le matin. On fait les corrections. On répète. On joue. Donc, t'arrives pas à capter. Mais surtout, les gens ont vachement aimé. Et même les copains du métier à Paris, t'as eu plus de gens du métier qui sont venus. Ils m'ont dit, ça fait du bien de voir ce que vous permettez d'aller aussi loin et de rigoler de plein de trucs. Ça fait du bien. Donc même pour les gens du métier, il y avait une liberté de ton qui était apparemment appréciable. Après, il y a des gens qui aiment moins aussi, c'est normal. Hein. Mais donc, ça veut dire la fameuse question, est-ce qu'on peut rire de tout aujourd'hui ? On a un peu le sentiment, on entend beaucoup des humoristes ou des gens qui côtoient ce milieu dire on a moins de liberté qu'avant, on peut moins parler, on peut moins... Il y a des sujets qui sont devenus inabordables, sinon c'est... dans une société qui est fracturée, polarisée, on évite des sujets. J'ai l'impression que c'est pas complètement votre cas. Non, c'est pas notre cas, non. Ça veut dire qu'on peut le faire ? On peut le faire parce que nous, on a créé une entité aussi. On a Jérémy qui va toujours très loin dans ses one et Arnaud est très absurde et moi, je suis un peu entre les deux. Donc, on a, mine de rien, un mélange déjà qui est fait en amont avec nos carrières solo. Mais en fait... La raison pour laquelle on va aussi loin, c'est parce qu'on va très très loin sur nous. Enfin, moi, les vannes que je peux faire, enfin, Jérémy et Arnaud jouent mes filles quand même. Je ne vais pas raconter le sketch, mais ça va vraiment très très loin. On refait Vive le divorce d'Arnaud et on refait l'accouchement de Jérémy. C'est pas très glorieux pour nos familles. Hein. Et nous, ça nous fait rire. Mais donc, du coup, comme on va très très loin, ça va trop loin. Enfin, ça va trop loin. On est des zinzins. Hein. Mais comme on va très très loin avec nous et nos familles, forcément après on peut taper sur plus. Ouais. Mais par exemple on a été très loin, je sais qu'on fait une blague sur l'affaire Pellico. Il y a des gens qui ont été choqués. David Pellico a voulu venir voir le spectacle. Il a dit est-ce que je peux venir vous voir, je suis fan. On a dit David, juste on te prévient, il y a 1 minute de blague sur ta maman, je pense pas que tu vas apprécier. Et il dit ah non, je veux venir. Ok, mais on te prévient, il y a 1 minute de blague, c'est chaud hein. Et j'ai redit à Jérémy, renvoie-lui un message écrit, pas un vocal. Fais des mots qu'on puisse faire des captures d'écran au cas où. J'ai vraiment dit ça. Et il est venu nous voir, il a dit les gars, c'est génial. Il m'a dit j'ai trop rigolé, je m'attendais à pire. On a dit c'est quand même déjà pas mal. Hein. Et il m'a dit non, c'était trop rigolo, merci. Donc David Pellico a validé. On a fait ouais quand même. Donc c'est que c'est possible quoi. On peut rigoler de ça. Donc on va aller encore un peu plus loin. Ouais, mais parce qu'il sait que parce qu'on le fait dans un contexte, c'est du second millième degré. Donc mais bon, il y a des trucs qu'on fera peut-être pas forcément parce que ça va nous saouler. Mais on va très loin. On a épargné personne dans le spectacle. Donc et même notre pote Guillaume, tu vois, on rend hommage au décès de Guillaume Batz. On le fait à notre façon, tu vois.
J'imagine le pire. Mais bon, mais parce que c'est notre façon d'être, quoi. Voilà. Ouais. Donc, on triche pas là-dessus. Et il y a toujours cette envie de faire rire. Il n'y a pas un moment, je te voyais ce matin dans la voiture essayer d'écrire des Tu blagues. avais écrire des blagues. Ben non, En parce disant, qu'écrire des oula. blagues, c'est génial. Même quand Ouais. t'as des contraintes qui sont chiantes, hein, des fois, c'est pas souvent comme ça. En vrai, le ping-pong, écrire avec Jérémy, Arnaud ou Florent Bernard, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs là dernièrement. J'ai des souvenirs incroyables dans ma carrière. Mais quand tu sais que c'est possible d'écrire des trucs, je sais par exemple dans mon dernier spectacle, enfin tu vois, il y a des trucs qu'on fait pas, mais il y avait j'avais fait Florent Bernard avait dit ça serait bien qu'on fasse une blague sur les jouets pour enfants qui font du bruit, qui sont horribles. T'offres des jouets, c'est les trucs qui répètent. Ouais. Et j'ai commencé à dire, ça se trouve, c'est ça qui a fait dégoupiller Xavier Dupont de Ligonnès. Et donc, du coup, on s'est retrouvé à faire un sketch chez Florent où je faisais en mime toute l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès, du moment horrible jusqu'à en cavale, et je faisais en mime. Et j'avais Florent qui était par terre, qui pleurait de rire par terre. On l'a jamais fait parce que c'était inracontable et infaisable sur scène. Mais ça, c'est un de mes plus grands souvenirs de blague, quoi. C'est de voir mon co-auteur par terre, qu'on pouvait plus, parce que j'ai fait un mime de Xavier Dupont de Ligonnès. Je suis un enfant, hein, c'est juste j'ai 40 balais, mais ça me fait marrer encore. Mais encore, tu vois, c'est un regard d'enfant, c'est juste de se permettre de faire des blagues, de rigoler d'un truc. Par exemple, tu vois, ça me fait encore marrer de voir que je me mets en polochon et que je vais faire un sketch de la petite sirène avec Arnaud de sa mère qui vient de faire Cyrano de Bergerac et qui commence et que le sketch part sur n'importe quoi, ça me fait rire, quoi. Il y a un truc vraiment enfantin, hein. Tant que j'ai la flamme, je la garderai tout le temps. Mais j'ai pas un ras-le-bol de faire des blagues. Ce qui m'embête plus, c'est la logistique autour, c'est de partir loin de chez toi, revenir, pas voir la famille. Ça, c'est un peu dur. Mais ça va, il va y avoir des sas où je vais pouvoir plus profiter maintenant. Eh ben Baptiste, merci beaucoup. Continue à nous faire rire. Parce On qu'on va aime essayer, ça. non, mais on essaye du mieux qu'on peut. Et si les gens rigolent pas, bah écoutez, désolé. Hein. Mais c'est bien, ça fait du tri aussi pour après. C'est ce que je dis à Gérard, il me dit, il y a des gens qui ont détesté. Je dis, c'est pas grave, ils viendront pas la prochaine fois. Et puis les gens qui n'ont pas eu de place, ils viendront. Et ça va faire des salles encore plus cool. Donc c'est pas grave. Souhaitons-le. Merci beaucoup. Merci.